Mesdames, Messieurs, je tiens en me présentant à vous à remercier chaleureusement messieurs les élus locaux qui m'ont permis ce soir de passer sur vos écrans. En ayant contacté beaucoup d'entre eux, j'ai reçu partout un accueil très chaleureux et environ 2 sur 3 m'ont donné leur signature, ce qui tend à prouver que le courant fédéraliste que je représente répond véritablement à des aspirations profondes du peuple français. Je regretterais que 2,5 millions de jeunes de 18 à 21 ans ne votent pas, car, au fond, le fédéralisme, c'est l'idée de l'avenir. Le fédéralisme est tout nouveau par opposition aux doctrines traditionnelles. On peut dire que le fédéralisme à lui seul s'oppose à tous les autres partis, en ce sens qu'il est un anticentralisme. Le fédéralisme s'oppose au centralisme faussement dit libéral, autant ou presque autant qu'il s'oppose au centralisme collectiviste. L'idée fédéraliste s'incarne dans le Parti fédéraliste européen et celui-ci se trouve actuellement organisé dans de nombreux pays d'Europe occidentale, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la France. Il y a des comités d'organisation en Suède, en Grande-Bretagne, en Belgique. Pour présenter le plus simplement du monde le fédéralisme, je dirais qu'il est quelque chose comme un socialisme autogestionnaire ou encore comme un socialisme libertaire. Il se ramasse en quelques idées simples, les idées d'autonomie, de participation, de coopération, de complémentarité. À l'antagonisme, le fédéralisme substitue la complémentarité. Le fédéralisme s'exprime dans les ouvrages d'Alexandre Marc, disciple de Proudhon, et on peut en trouver un condensé fidèle dans la charte fédéraliste de Montreux, adoptée par le mouvement fédéraliste européen en 1964. Une idée maîtresse du fédéralisme, c'est la théorie des collectivités. Les collectivités de tout niveau et de toute nature doivent trouver place dans la société, doivent être institutionnalisées, doivent posséder leurs organes, leurs pouvoirs financiers, administratifs, et, préalable de tout cela, la reconnaissance légale. À côté des collectivités territoriales, telles que le quartier, la commune, la province, la nation, l'Europe, le monde, il y a des collectivités sectorielles d'ordre économique, social, professionnel, culturel. En vertu du principe de subsidiarité, tous les problèmes doivent être résolus, autant que faire se peut, au niveau même et dans la société même où ils se posent. C'est seulement à titre subsidiaire, si un problème, une difficulté, ne trouve pas sa solution au niveau où elle survient, que le niveau supérieur est habilité à intervenir. Par cette reconnaissance générale et cette institutionnalisation de toutes les sociétés, doivent disparaître les groupes occultes, doivent disparaître aussi les monopoles, les multinationales, lesquelles doivent être soumises au contrôle politique d'une instance de même niveau. Ce qui appelle donc que l'on fasse l'Europe et même le monde uni. Parmi ces collectivités de divers types, il en est une qui soulève à l'heure actuelle des problèmes sans cesse plus nombreux. Ce sont les collectivités linguistico-culturelles. J'ai été, je crois, parmi les premiers, en 1963, à théoriser la question des collectivités linguistico-culturelles. Et depuis, que de chemin parcouru, tant dans la lutte pour plus de liberté, tant dans la lutte pour l'émancipation des minorités linguistiques et nationales, que dans la prise de conscience par l'opinion française, européenne et mondiale des problèmes de ce qu'on pourrait appeler le quart-monde, le monde des minorités linguistiques et culturelles. On se souvient du cri du général de Gaulle « Vive le Québec libre !» Eh bien, si le Québec a besoin de renforcer son autonomie, mais ce n'est pas à nous autres Français d'en juger, d'autres groupes ethniques en Europe et en France même éprouvent les mêmes aspirations, les mêmes besoins.
Les grands partis se sont saisis aujourd'hui, du moins certains d'entre eux, de cet ordre de problème, mais ils n'en traitent encore que de façon accessoire. Et d'ailleurs, leur doctrine, tout au moins au plan de la propagande électorale, se réduit à quelques grands mots abstraits, sans doute fort généreux, mais, qu'on m'excuse de le dire, assez banals, car ces personnalités, c'est clair, cherchent à conquérir le maximum de suffrages et préfèrent pour cela parler tout simplement de grandeur, de progrès social, de justice, de présence de la France dans le monde, d'indépendance nationale. Ce n'est pas de cette manière que j'entends, mesdames, messieurs, m'entretenir avec vous. J'ai la volonté d'être concret. Aussi bien terminerai-je ma présentation en proférant trois propositions très nettes et concrètes. Que veut le Parti fédéraliste européen? Le Parti fédéraliste européen réclame premièrement la construction immédiate de la fédération européenne, d'une fédération européenne que nous ne concevons pas comme une supernation. Ce sont là des idées de droite qui sont très éloignées du fédéralisme. Le fédéralisme conçoit l'Europe comme la nécessaire organisation de la convivence entre voisins et comme une étape vers la fédération mondiale. Deuxièmement, la transformation de la France en république fédérative de régions autogérées. Qu'on me comprenne bien, pas de séparatisme. C'est pour sauver la France et non pour la détruire que nous voulons une très large décentralisation. Troisièmement, l'avènement d'une société fédéraliste où les rapports entre les hommes seront véritablement des rapports entre hommes libres.